Bonjour à tous. Alors j'espère que tout le monde m'entend correctement. Hem, on attend encore quelques personnes qui doivent se connecter. J'en profite pour, faire «monter sur scène» entre guillemets Géraldine Leduc qui intervient aujourd'hui, avec moi dans ce webinaire. Voilà. Voilà. Rebonjour Géraldine. Bonjour Sébastien. Donc normalement, tout le monde me voit. Vous avez tous un chat. Voilà. Certains ont commencé. Benoît, bonjour. Jordan, bonjour. Mickaël, bonjour. Damien, bonjour. Voilà, bonjour à tous. On attend juste quelques petits instants et puis on va pouvoir lancer ce webinaire relatif au tourisme, au secteur touristique, à l'épreuve du Covid-19 et de l'épidémie que nous avons connue, qui n'est pas finie, Non, malheureusement. malheureusement, oui, et qui nous contraint à nous adapter et à nous réinventer. Les Chinois ont, non, parce que le Covid vient de Chine, et les Chinois ont un idéogramme pour définir la crise qui se définit à la fois de l'idéogramme chaos et de l'idéogramme opportunité. Et ils voient dans la crise à la fois le chaos et une opportunité. Ça, c'est bien un proverbe chinois. Les retardataires prendront en route si on veut respecter nos horaires. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent à ce premier webinaire organisé par LLC Associés en partenariat avec la NET, avec pour thème le tourisme et le secteur touristique à l'épreuve du Covid. Donc, je m'appelle Sébastien Braque, je suis associé au sein du cabinet LLC Associés, je suis avocat et spécialiste en droit public. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer cette conférence avec Géraldine Leduc, qui est donc directrice générale de l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques. Très brièvement, pour information, tout le monde connaît les chiffres, mais l'enjeu aujourd'hui sur le secteur touristique et la nécessité finalement de s'adapter aux nouvelles exigences liées à l'épidémie de coronavirus qu'on a connue et qui n'est pas terminée. Eh bien, aujourd'hui, on le sait, hein, le secteur touristique, c'est 2 millions d'emplois en France, hein, qui est la première destination touristique dans le monde. Que d'après les derniers, en tout cas d'après les observateurs, il se pourrait que 15 à 20% des acteurs soient menacés, soit environ 200 000 emplois. Et on s'aperçoit également que la réponse de l'État, même si elle a été d'abord immédiate, même si un peu timorée parfois, mais on pourra en débattre, et, qui a en tout cas le mérite d'exister, va s'intensifier à partir de septembre, puisqu'on a un plan de relance qui est annoncé à partir de septembre, sans qu'on en sache encore exactement tous les contours. Mais on s'aperçoit bien qu'à l'échelle locale, on ne peut pas s'affranchir d'une intervention pour permettre de faciliter finalement cette relance à l'échelon local pour soutenir les acteurs qui sont au plus proche des collectivités. Donc, je vous propose peut-être de commencer par l'intervention de Madame Leduc, qui pourra expliquer les avancées qu'a obtenues la NET et le travail que la NET a formulé, et puis quels sont les éléments qui restent aujourd'hui un petit peu d'actualité, brûlant, en débat ou autre. Et puis, pour ma part, je reprendrai la parole après pour présenter 4 axes sur lesquels nous semble important en tant que juriste de travailler pour permettre de faciliter une reprise de l'économie locale et soutenir le secteur touristique. Je précise d'ores et déjà que on a prévu de garder un temps d'échange. Alors, tout au long de la conférence, vous pouvez bien entendu utiliser le chat pour poser des questions, nous interrompre, rebondir sur ce que nous souhaitons vous dire.
Et puis, parallèlement, en fin d'intervention, il y aura un temps d'échange pour répondre à vos questions éventuelles, si jamais il y a des points que vous vouliez creuser ou des éléments complémentaires que nous pourrions apporter. Je vous laisse la parole, Géraldine. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Je vais saluer de loin parce qu'on ne vous voit pas, tous ceux qui adhèrent à la net. Et juste rappeler que notre association est une des associations d'élus les plus anciennes, puisqu'elle a été créée en 1930. Aujourd'hui, elle regroupe à peu près 900 collectivités territoriales, essentiellement des communes touristiques et des stations classées. D'ailleurs, vous voyez sur les bureaux, ce sont que des affiches de stations classées. Qui sont de taille démographique très différentes. On a des petits villages, mais on a également des grandes villes comme Marseille et de toutes zones géographiques, aussi bien en montagne que sur le littoral. On a pas mal d'adhérents aussi en Outre-mer, donc je salue les représentants de l'Outre-mer, des villages en campagne, des stations thermales, bref, un grand panel. Et je dirais que le socle, en fait, le dénominateur commun de toutes ces stations, c'est vraiment de participer au développement du tourisme dans notre pays. Pour cela, nous avons un collège de parlementaires dont on est très fiers parce qu'il dépasse 70 parlementaires. Et là aussi, je voudrais saluer ceux qui sont autour de la table, même si je ne les vois pas, et qui sont présents, parce qu'on a un groupe de parlementaires adhérents de l'association, ce qui en fait la force, et qui sont très dynamiques, très très présents à nos côtés, qui fait de nous finalement, je dirais, un interlocuteur privilégié, tant auprès des pouvoirs publics que tous les ministères. Donc pour nous, c'est vraiment important et on a un rôle de lobbying. Donc ce rôle de lobbying, effectivement, on l'a entretenu pendant toute cette période, puisque du jour au lendemain, Sébastien, comme vous l'avez rappelé, tout s'est arrêté. On a une crise sans précédent, l'activité économique de notre pays s'est arrêtée, dont le tourisme. Et aujourd'hui, les conséquences, on ne les connaît pas encore, mais elles vont être très lourdes. On annonce une perte de recettes de 40 milliards sur les 170 milliards. Vous avez évoqué aussi le nombre d'emplois, beaucoup d'emplois aussi en jeu. Et voilà comment relancer cette machine qui a été complètement à l'arrêt. Alors, notre association, dès le démarrage, a été très, très moteur sur un certain nombre de dossiers, en sachant que du jour au lendemain, des stations de montagne notamment se sont arrêtées, les stations thermales qui étaient en cours d'ouverture se sont arrêtées aussi, d'autres littorales s'étaient préparées aux vacances de printemps, arrêtées aussi. Bref, on s'est retrouvé avec des appels au secours de toutes parts. Donc, on a été très sollicité par nos élus sur la suite des événements, comment faire, comment. Et en même temps, paradoxalement, par des communes, des maires qui nous ont appelés en disant, voilà, je suis une commune touristique, souvent sur le littoral, du jour au lendemain, je me retrouve avec une population multipliée par 5, comme si on était en plein été. Or, je n'ai pas la capacité aujourd'hui pour accueillir, dans les conditions identiques l'été où nous sommes préparés à cela, autant de touristes qui, en général, étaient des habitants des villes qui venaient effectivement se confiner dans ces stations. Donc, comment faire pour l'approvisionnement des commerçants, notamment les pharmacies, les médecins qui étaient surbookés, et puis tout ce qui était ramassage des ordures ménagères. Donc, il a fallu aussi suivre tous ces élus-là dans une situation un peu atypique, en sachant qu'en même temps, tout était arrêté. Alors, très vite, on a réuni notre collège de parlementaires, et je vous dis, vraiment réactif. Alors, on s'est lancé comme tout le monde, comme aujourd'hui encore, sur les visios. Ça a bien fonctionné. Et donc, on a été voilà, tout le temps ensemble. Et aussi, ça, il faut le dire, très, très aux côtés, à l'écoute des acteurs économiques. Parce que même si nous sommes, nous, entre guillemets, les représentants des élus des communes touristiques, en même temps, un maire tout seul, il ne peut pas faire grand-chose dans sa commune. Il a tous les acteurs qui concourent au développement de sa station. Et donc là, on était en relation avec, bien évidemment, les offices de tourisme, bien évidemment avec tous les hébergements touristiques, alors les hôtels, l'hôtellerie de plein air, les villages de vacances, les résidences de tourisme et autres, mais également des casinos, les casinos éléments structurants dans les stations classées, également d'autres partenaires comme les clubs de plage, enfin toute une chaîne. Et c'est là où, dans chaque visio, je rappelais qu'on a une chaîne et que dans le tourisme, c'est un secteur qui est très, très, très transversal, et que lorsqu'il y a un domino qui s'en va,
tout le jeu risque de s'effondrer. Donc, on a été tous très solidaires les uns des autres, avec à l'écoute et tout le temps, je dirais, présent auprès des uns et des autres. Donc, c'est passé aussi par beaucoup de visio avec les différents cabinets ministériels, beaucoup de courriers, puisqu'on a appelé au secours Édouard Philippe, alors Premier ministre, on a commencé par le calendrier, parce qu'à l'époque, il faut bien dire, tout était à l'arrêt. Donc, comment débloquer la situation? Donc, sur un calendrier de réouverture, qu'on connaît maintenant, mais également les protocoles sanitaires, voilà, qu'on connaît aussi aujourd'hui. Mais voilà, si on fait un retour en arrière, ça a été très compliqué. Et on a tous été partie prenante. Après ça, on l'a sollicité sur le problème, comme vous disiez, Sébastien, sur les finances locales de nos collectivités locales, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, sur le problème des stations thermales, qui, elles, sont des stations plus compliquées à réouvrir que d'autres par rapport à une clientèle, d'abord qui reste 3 semaines, et qui est souvent une clientèle un peu âgée, avec des pathologies ou des fragilités, donc à prendre en compte, dans des milieux fermés, clos, avec de l'eau, avec des sources et autres. Donc ça aussi, donc, on a été très, très, très en avance sur ces dossiers-là. Ensuite, hébergement. Et après ça, évidemment, on a participé à beaucoup d'auditions. On a été très souvent auditionné, je reviendrai sur une des auditions tout à l'heure, par différents députés, différents sénateurs qui étaient en mission. Et vraiment, on a eu un panel d'auditions très, très large. Donc, voilà, tout ça, c'est important de le noter. Notons également qu'on a relayé toutes les actions de nos partenaires. On a une vingtaine de partenaires auprès de nous dans l'association, avec des boîtes d'outils, et on a relayé toutes les actions qu'ils faisaient en termes de solidarité, en termes voilà, de tout ce qu'on pouvait faire par rapport notamment aux aides-soignants. Enfin, il y a eu beaucoup de belles aventures et ça, on les a relayées. Je voudrais dire aussi que la grande difficulté pour nous, c'est d'avoir été entre 2 tours d'élections municipales. On s'est retrouvés le lendemain du premier tour bloqués avec un deuxième tour fin juin. On ne savait pas exactement s'il aurait lieu ou pas, avec des maires qui avaient perdu des élections et qui se sont retrouvés, je dirais, dans le schéma de la gestion des affaires courantes. Donc avec des grosses frictions sur le terrain qui sont remontées jusqu'à nous avec des situations de blocage. Donc là aussi, pour nous, ça a été compliqué de voir comment on pouvait les aider à sortir de toutes ces situations. Donc voilà un peu dépeint tout ce qui s'est passé. Alors, il y a eu le fameux comité interministériel du tourisme du 14 mai, auquel notre président participe. Et là, le Premier ministre a annoncé ce plan massif de 18 milliards pour le tourisme. Alors enfin, on reconnaissait l'importance du tourisme dans notre pays. En même temps, on a envoyé, les courriers, on en a envoyé beaucoup. On a aussi envoyé un courrier au président de la République en disant on pense qu'après le deuxième tour des élections municipales, il y aura un remaniement du gouvernement. Nous souhaitons avoir un ministre à part entière du tourisme. Bon, alors comme ça ne s'est pas fait, on a sollicité le Premier ministre, ancien maire de Prades, Prades étant une commune touristique, en lui disant qu'on avait vraiment besoin là maintenant d'un secrétaire d'État qui soit rattaché ou à lui-même au Premier ministre ou à Bercy. Bon, on est en attente du nom, on va voir, on espère en avoir un, ou aujourd'hui ou lundi, c'est les dates qui sont apparemment dans les tuyaux. Et donc, après ça, il y a eu ce CIT qui a annoncé ce plan. Le lendemain, on a été auditionné par Jean-René Cazeneuve, qui est député du Gers et qui a été chargé par le Premier ministre d'une mission pour évaluer, je dirais, l'impact financier sur les finances locales des collectivités. Donc, on a été auditionné. Et là, je dirais que notre président a d'abord rappelé qu'on soutenait tout ce qui avait été mis en place par Jean-Baptiste Lemoyne, qui a été effectivement très présent auprès de nous tous, qui tous les mardis nous réunissait tous dans le comité de filière touristique. Donc c'était important parce que c'était un moyen d'échanger, de voir ce qui se passait par branche, aussi bien les croisiéristes, les guides conférenciers avec lesquels on a beaucoup travaillé. Voilà. Et maintenant, il y a encore le monde de la nuit qui est en difficulté. Tout le monde avait droit à la parole et on a tous été avec lui pendant tout ce temps-là. Donc, il a vraiment bien suivi tout le programme. Mais comme vous disiez tout à l'heure, Sébastien, est-ce que ça suffit pour les collectivités locales? Non, ça ne suffit pas.
en fait, nous, on ressent une très, très forte inquiétude de nos élus parce que, pour différentes raisons. D'abord, les communes touristiques sont des communes un peu particulières. Elles reçoivent des populations non permanentes pendant des périodes restreintes de l'année. Il faut pouvoir les accueillir, il faut pouvoir être équipé pour les accueillir. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces dernières années, on a eu à la fois des baisses, mais également des gels des différentes dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement. En même temps, pendant toute cette période, elles n'ont pas eu les recettes, je dirais, liées au tourisme, que ce soit les recettes, bon, ben, évidemment sur les jeux pour celles qui ont des casinos, la taxe de séjour, bien sûr, mais également les taxes sur les parkings, enfin, les places de stationnement, les droits de terrasse, les droits de mutation qui ont été aussi, je dirais, carrément stoppés pendant ce temps-là. Bref, un manque à gagner très important qui, effectivement, a lancé une forte inquiétude. On avait fait une enquête, on a effectivement, là aussi, des chiffres voilà, très édifiants sur les manques à gagner. Donc, c'est ce qu'on a voilà, eu l'occasion de rappeler à M. Cazeneuve. Et en même temps, on a voulu faire quelques propositions. Alors du coup, notre président a rappelé des propositions qu'on fait chaque année en loi de finances on va dire initiale, on va dire, sur peut-être des nouveaux modes de calcul de la dotation globale de fonctionnement qui aujourd'hui prend en compte la population municipale avec un tout petit delta pour les résidences secondaires, mais a sans doute à revoir ce mode de calcul. Donc on espère que voilà, qu'on aura été entendu. Ensuite, on espère, enfin, on a interrogé aussi sur un plan d'aide massif, on dirait aussi européen pour les investissements touristiques. Et puis, notre président a plaidé pour une réflexion sur un taux réduit de TVA pour les investissements touristiques, pour essayer de relancer tous ces investissements dont on a besoin face à une concurrence étrangère de plus en plus importante. Ensuite, notre président a évoqué la taxe de séjour en disant que ça serait bien de ne pas y toucher maintenant, que s'il fallait la réformer, il fallait vraiment qu'on ait un débat de fond avec des simulations. Voilà, ça a été notre message. Ça, c'était le 15 mai. Le 29 mai, le Premier ministre a annoncé, là pour le coup, une grosse enveloppe dédiée aux collectivités locales avec 4 milliards et demi, dont 750 millions affectés aux communes qui verraient une forte baisse de leurs recettes fiscales ou domaniales en les calculant par rapport aux 3 derniers exercices, enfin 3 dernières années. Donc, voilà, un gros effort en disant que d'après les calculs qu'ils avaient, entre 12 000 et 14 000 communes seraient concernées, essentiellement des communes touristiques ou d'outre-mer. Je voudrais dire aussi qu'on a beaucoup insisté tout au long de tous ces échanges sur la situation de l'outre-mer, parce qu'on a, nous, des élus très impliqués dans le tourisme, et je sais qu'il y en a parmi nous cet après-midi. Donc, je voudrais dire qu'on a un président qui s'est beaucoup impliqué voilà, sur l'outre-mer. J'ai un de mes collaborateurs qui nous écoute, bon, il est dans le bureau d'à côté, mais donc je ne le vois pas, mais voilà, qui pourrait témoigner en disant qu'on a là aussi été force de proposition en relayant toutes les demandes qu'on avait de leur part. Donc, cette aide annoncée de l'État se trouve en fait traduite dans le projet de loi de finances rectificative numéro 3, qui est en cours de discussion cet après-midi même. Donc, tout à l'heure, on était en début de l'article 2 ou 3, donc je ne sais pas très bien où on en est maintenant, mais ils avancent. Et je dirais que effectivement, cette compensation par rapport aux pertes de recettes fiscales domaniales est regroupée dans un fameux article 5. Et nous, on a eu la surprise, on peut dire une mauvaise surprise, d'avoir un article 17 qui avait été annoncé lors du CIT du 14 mai. Il y avait une annonce en disant allègement des taxes de séjour. Alors, je voudrais rappeler, parce que c'est vraiment important, la taxe de séjour. La taxe de séjour est une recette essentielle pour nos communes, ou EPCI touristiques bien sûr, qui vraiment est une taxe affectée
et qui permet aux communes toutes les actions qu'elles peuvent mettre en place pour l'accueil des touristes. En premier lieu, il faut savoir que la taxe séjour, le produit est reversé intégralement au budget de l'Office de tourisme lorsqu'il est géré sous forme d'EPIC. Dans les autres statuts, pour les autres statuts juridiques, il y a une très très grosse part de cette taxe de séjour qui est reversée à l'Office de tourisme, donc qui est vraiment l'organe d'accueil, d'information, de promotion de nos stations. Alors, cet article prévoit donc la possibilité pour les communes qui le souhaiteraient d'exonérer les taxes de séjour. Il faut savoir que la taxe de séjour, elle peut être ou taxe de séjour forfaitaire ou au réel. À l'origine, alors pour vous dire, on a été sollicité très en amont, même avant le CIT, par le cabinet de Jacqueline Gouraud. Donc on a fait partie vraiment du cercle rapproché avec l'Association des maires de France. On était vraiment ensemble sur le sujet où le conseil technique nous avait dit que pensez-vous si cette année on exonère la taxe de séjour forfaitaire. On n'en était qu'au forfait. La taxe de séjour forfaitaire, elle est basée, calculée sur la capacité d'hébergement de l'hôtel, du gîte et autres, donc le nombre de chambres, avec pondéré par le remplissage, c'est-à-dire la fréquentation des années précédentes. Donc en début d'année, il y a un montant qui sort, qui est le montant que va verser donc l'hébergeur en fin d'année à la commune. Et c'est là où on voit la limite de l'exercice, parce qu'effectivement, s'il y a zéro touriste, s'il y a zéro euro de recettes, on voit mal comment demander un impôt sur zéro recette. Or, les textes actuels permettent à la commune, si elle le souhaite, de ne pas exiger la somme due à l'hôtelier, de discuter avec lui. C'est déjà autorisé dans les textes. Donc, nous, on a dit, écoutez, c'est pas la peine de parler de taxe de séjour dans cette loi de finances, enfin même, on n'en était même pas à la loi de finances, mais d'une manière générale, puisque nous, nos communes, ont vraiment besoin de cette ressource qui n'ont absolument pas touché pendant déjà les confinements. Et puis on sait que cet été, on a une partie de la clientèle même qui ne sera pas là, c'est-à-dire les étrangers, notamment les Américains et les Asiatiques qui ne pourront pas venir cet été. Ça va être compliqué. Il y a beaucoup d'hôtels qui n'ont pas réouvert. Bon, à Paris, c'est carrément vide. Donc, compliqué pour les élus. Donc, on en était là. Et c'est vrai que l'article 17 prévoit la possibilité d'exonérer les deux taxes, donc taxe de séjour forfaitaire. Et le pire, c'est que les établissements qui ont déjà touché les sommes qui avaient été perçues par les hébergeurs, enfin, en fait, les hôteliers ont déjà reversé souvent, donc pour les stations de sport d'hiver, la somme de la saison d'hiver. C'est-à-dire que là, les élus vont devoir rembourser ces sommes-là aux hébergeurs. Donc, sur une période où, effectivement, il y avait une fréquentation des stations. Donc, un manque à gagner pour les communes énorme. D'un autre côté, sur la taxe séjour au réel, rappelons que c'est le client, le touriste, qui paye la taxe de séjour, qui la paye à l'hébergeur, qui va la reverser à la collectivité locale. Donc, en fait, l'hébergeur n'est qu'une paroi de transmission, on va dire, ne fait que reverser, c'est le client qui est vraiment celui qui va payer la taxe séjour. Alors, pourquoi demander cet effort aux collectivités locales, ce manque à gagner, alors que vraiment, elles ont besoin quand même aussi de faire fonctionner leurs offices de tourisme, qui sont même, eux, aujourd'hui, dans le plan de relance pour l'été. C'est-à-dire que les offices de tourisme sont en première ligne aujourd'hui pour relancer la dynamique touristique dans les stations. Donc, comment faire? Les budgets sont très, très restreints. Moi, je vois beaucoup d'offices de tourisme qui nous disent on ne peut pas recruter de saisonniers cet été. Donc, les agents font un peu tous les métiers en même temps, très compliqué. Et alors, certains ont dit ben voilà, c'est pour attirer les touristes, comme ça sera un peu moins cher. Il faut savoir que pour des hébergements 4 étoiles, une famille, 4 personnes, qui passerait une semaine dans un établissement 4 étoiles, en fait, la taxe séjour représenterait 19 euros. 19 euros sur une semaine. Je ne pense pas que cette somme-là va dissuader une famille de 4 de venir passer une semaine dans un établissement de 4 étoiles, et c'est 8 euros pour les 1 étoile. Donc, 19 euros, 4 étoiles, c'est peut-être deux petits déjeuners. Bon. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau. Or, ces sommes-là, qui ne sont pas importantes quand on en parle, sont vraiment importantes, je dirais en masse,
pour le budget de la commune. Alors, cet article, en fait, ne prévoit pas de compensation si la collectivité, c'est là où je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est-à-dire que si une commune décide de ne pas percevoir, enfin, donc d'exonérer la taxe de séjour, il n'y aura pas de compensation de la part de l'État. Parce qu'effectivement, l'article 5, qui prévoit la dotation de compensation dont je parlais tout à l'heure sur les pertes de recettes, il y a un petit article, exception, sauf pour les communes, les collectivités locales, qui auront pris une délibération d'exonération. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment un manque à gagner. En revanche, si la commune décide de ne pas prendre cette délibération et d'exonération, dans ce cas-là, la compensation sera prise en compte par l'État. Donc là, je voudrais vraiment attirer votre attention dessus. Alors nous, ce qu'on a fait, on a été auditionné sur cette loi de finances par l'Assemblée nationale, par le Sénat, et on a déposé un amendement à l'Assemblée nationale par 2 groupes parlementaires, majorité et un autre, pour supprimer cet article 17 qui pour nous ne présente aucun intérêt. Et bon, il n'a pas été retenu, en tout cas voté à l'Assemblée nationale. Donc il est redéposé aujourd'hui au Sénat. Donc il va passer dans les heures qui viennent. Mais il a un avis défavorable du gouvernement. Parce que tout au long des discussions qu'on a pu avoir avec le gouvernement, en fait, on nous a fait valoir la libre administration des collectivités locales. Moi, qui suis une ancienne de la Direction générale des collectivités locales, c'était effectivement le fin mot à répéter en permanence. Donc là, effectivement, il y a une liberté. Les collectivités peuvent ou pas, elles ont cette liberté-là. Mais attention, si vous, en tant que maire, ou si votre maire décide de prendre cette délibération avant le 31 juillet, c'est donc assez proche, d'exonérer les taxes de séjour, aujourd'hui, il n'y a pas de compensation. Alors, il y a un autre amendement au Sénat qui a été déposé via l'article 5 ou 6, l'article 6, qui prévoit une compensation au cas où on aurait exonéré. Donc, je ne suis pas sûre non plus. Il y a déjà la compensation lorsqu'on ne fait rien, donc manque à gagner. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une nouvelle compensation lorsqu'on a fait le geste d'exonérer. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de réfléchir à la suite. Donc, voilà, aujourd'hui, ça se passe au Sénat. Donc, c'est pour vous dire qu'on est très, très proche sur tous les textes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a d'autres textes, même sur la loi de finances, il y a d'autres sujets qu'on pourrait évoquer. Moi, pour ça, je pourrais répondre à vos questions. Je voudrais juste dire que fort de tout ça, il y avait aussi comment relancer le tourisme cet été. Et sachant que les touristes étrangers, en dehors des frontaliers qui peuvent venir, les lointains en tout cas pour pas revenir, on a voulu faire une campagne de promotion pour vendre la France aux Français. Et donc, nous sommes en train de faire d'ailleurs encore une campagne de promotion avec notre partenaire Le Bon Coin. Donc, une belle campagne qui marche très, très bien sur les réseaux sociaux, qu'on a lancé maintenant, je pense que ça va bientôt faire 3 ou 4 semaines. La semaine suivante, on a fait rentrer dans notre groupe les villages de vacances, VVF. Et donc, à nous 3, au bout de 15 jours, on est rentré dans la campagne cet été, je visite la France, de Atout France, avec le fameux Social Wall, où on a des influenceurs. Donc, on a envoyé un kit de communication à tous nos élus via leurs offices de tourisme pour rejoindre ce Social Wall avec Le Bon Coin. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de mouvements ensemble. On a été aussi sollicité par le secrétaire d'État Cédric O, alors ce secrétaire d'État numérique, sur l'appli Covid-19. Donc, on a participé à des réunions sur le sujet et on avait sollicité la traduction de tout le kit de communication aussi là et bannières en plusieurs langues parce qu'il y avait que le français qui avait été pris en compte. Et donc, tout de suite, on a eu une traduction sur toutes les langues qu'on a pu aussi transmettre à nos élus pour que certains étrangers, quand ils viennent chez nous, puissent aussi aller sur cette plateforme. Donc, voilà dépeint, Sébastien, un peu les actions qu'on a pu avoir. Il y en a d'autres, mais là, j'ai voulu centrer plus sur l'actualité d'aujourd'hui, qui est pour nous la loi de finances rectificative numéro 3, la campagne de promotion qui est très importante, qui va nous permettre, on espère, de relancer le tourisme
entre nous Français. Et donc voilà, donc je serai prête à répondre aux questions après.